Sur cette seconde partie de session sur le financement et l'entrepreneuriat, donc on va se focaliser maintenant sur la deuxième étape de la vie des startups, donc le passage à l'échelle, et on va adresser les mêmes questions, à savoir les propositions de valeur des différentes personnes qui vont venir sur scène, et aussi leurs critères de sélection et les difficultés qu'elles peuvent voir dans cette deuxième phase. Donc moi je suis Eric Ciampi, je suis partenaire pour Oliver Wyman, qui est un cabinet de conseil en stratégie. On intervient dans le New Space pour aider, conseiller les grands groupes, les clients, un peu moins, je dois le dire, les startups, en tout cas plutôt les startups justement dans la phase de scale-up. Et donc on est un petit peu à la bourre sur le timing, donc je propose qu'on commence directement. On en a beaucoup parlé pendant la première table ronde, donc je propose d'accueillir dès à présent Géraldine Naja, c'est ça. Directrice commercialisation, industrie et compétitivité de l'ESA. Géraldine est responsable de l'élaboration et la mise en œuvre des politiques industrielles et d'approvisionnement de l'ESA. Et elle est chargée de favoriser et de stimuler le développement du secteur spatial commercial européen par le biais de programmes, d'outils et de partenariats. Merci. J'appelle ensuite Razika Fernando. Razika, responsable secteur aéronautique et spatial chez BPI France. Donc responsable pour... Oui, vous pouvez l'applaudir, effectivement. Responsable de l'exécution des appels à projets en partenariat avec le CNES. Et donc Razika a travaillé chez Airbus, à l'Onera, chez Safran Electric Aircraft Engines. Et donc merci de nous rejoindre aussi. J'appellerai ensuite Rolando Grandi. Rolando, gérant action internationale et thématique à la financière de l'Échiquier. Il a lancé en 2018 le premier fonds d'investissement en France sur l'intelligence artificielle, qui est actuellement à plus de 700 millions d'euros d'encours. Et en 2021, il lance le premier fonds en Europe pour investir dans la thématique spatiale au travers de sociétés cotées en bourse. Ce fonds, Échiquier Space, dispose à l'heure actuelle de 70 millions d'euros d'encours. J'appellerai ensuite Sophie Sursock, cofondatrice de Partner Move, un fonds de growth equity qui investit dans la chaîne de la valeur de la data. Sophie investit depuis 2011 en investisseur majoritaire ou minoritaire dans les tech B2B. Merci. Et ensuite, je propose d'appeler la start-up qui va nous accompagner sur cette table ronde. Donc Fabien Appert, cofondateur et CEO de la société U-Space, qui conçoit et construit des nanosatellites nouvelle génération. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pour finir, j'appellerai Renaud Coupa, consultant en financement de l'innovation chez Holdy Consulting. Je vais mettre là sur ça. Donc bonjour et merci à tous. Donc je vous propose, comme je le présentais, que l'on débute directement cette table ronde. Donc cette fois-ci, on s'intéresse donc aux startups en phase de passage à l'échelle. Et pour la première session de questions, le plus simple, c'est de présenter peut-être votre proposition de valeur. Et on passera ensuite sur la partie critères de choix pour accompagnement des startups et ou vos conseils vis-à-vis des startups pour réussir dans le New Space. Alors peut-être pour commencer, je proposerai à Razika de débuter, si c'est bon pour toi. Merci Eric, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Razika Fernando, alors moi je travaille au sein de la direction de l'innovation de BPI France et plus précisément au sein de la direction de l'expertise. Donc je vais essayer de représenter l'ensemble de l'activité de BPI en quelques mots. Donc BPI, c'est la banque des entrepreneurs. C'est la banque des entrepreneurs jeunes, très jeunes, notamment ceux qui sont dans la deuxième partie, qui seront entrepreneurs en tout cas et qui œuvrent activement dans la deuxième partie du hangar. C'est la banque aussi des PME, des startups et aussi la banque des entreprises, donc des grandes entreprises. Voilà. Donc BPI intervient à la fois sur fonds propres, mais également pour le compte de l'État, sur les fonds de l'État dans le cadre de financement dilutif et non dilutif. Donc pour le dilutif, BPI opère un certain nombre de fonds d'investissement, peut-être que j'y reviendrai tout à l'heure, qui a un certain nombre de participations dans des entreprises du spatial.
pour tous les âges de l'entreprise, c'est-à-dire des entreprises early stage jusqu'aux entreprises en croissance et du coup je pense que c'est le sujet de la table ronde actuelle. Sur la partie non dilutive, donc BPI au travers de ses directions régionales opère un certain nombre de prêts, de garanties, comme en tant qu'aide à l'innovation. Et pour ce qui me concerne plus directement, BPI est aussi opérateur des appels à projets dans le cadre de France 2030, en partenariat, et je le précise à chaque fois, avec notre agence nationale, donc avec le CNES, où nous opérons donc pour l'instant 4 appels à projets sur la partie upstream et un nouvel appel à projet qui va sortir, je pense, dans le courant du dernier trimestre, sur la partie downstream, voilà, qui n'avait pas été traité jusqu'à présent. Dans le cadre de France 2030, très rapidement, alors on a parlé tout à l'heure du besoin d'avoir des clients. Il y a aussi, dans les 2 dispositifs, donc il y a les appels à projets qui sont du cofinancement pour les projets de développement, de maturation, de démonstration des technologies du spatial, mais aussi les appels d'offres, où là, l'État se présente en tant que client d'ancrage et du coup passe une commande publique sur un certain nombre de sujets. Donc il y a eu pour l'instant des lauréats sur le dispenseur motorisé, il y a un appel d'offres sur démonstration d'un service de lancement, donc qui s'adresse du coup aux offreurs de services de lancement. Il y a eu un appel d'offres sur la surveillance maritime, peut-être que Unseen Labs en parlera tout à l'heure, en tout cas c'est public. Voilà, donc on opère toutes ces choses-là et je vais m'arrêter là pour l'instant. Merci. Je propose qu'on continue sur le côté financeur. Peut-être Rolando, si tu veux enchaîner. Oui, bien sûr. Merci. Bonjour à tous. Alors moi, je m'appelle Rolando Grandi. Comme c'était dit tout à l'heure, je travaille à la financière de l'Échiquier. Et ce que j'ai fait dans cette société depuis un peu plus de 5 ans, c'est d'identifier des thématiques de long terme et de lancer des fonds d'investissement qui sont dédiés à ces thématiques. Avec une particularité, ça sera ma réponse. Nous, on intervient pour ce certains pensent que c'est la fin de l'aventure, l'introduction en bourse, parce que ça y est, la société elle a grandi, elle a un chiffre d'affaires, elle a des clients, des partenaires, un écosystème. Mais en réalité, derrière, il y a encore plein de challenges. Une fois que l'entreprise rentre en bourse, il faut qu'elle continue son développement, elle passe à l'étape supérieure encore, et il y a normalement plein d'années pour continuer à faire de la croissance. Donc j'ai lancé particulièrement en 2018 un fonds sur l'intelligence artificielle, en 2021 un fonds sur l'espacial, parce que clairement, c'est ma conviction, l'espacial, c'est un domaine économique en pleine croissance qui va continuer à se développer grâce à des innovations. On a parlé, on a vu les start-upers tout à l'heure. Il y a plein d'innovations, des recherches, mais qui est appliquée. Et je pense que ce qui est important et un peu ce que nous faisons et notre proposition de valeur par rapport au scale-up, c'est aussi de les aider une fois qu'ils arrivent à se projeter en disant peut-être dans 18 mois, peut-être dans 24 mois, l'étape d'après, c'est l'introduction en bourse. C'est un moment charnière dans leur développement, dans leur histoire. Et il faut savoir les accompagner, préparer le terrain, rencontrer les investisseurs, changer le pitch. On ne pitch pas de la même manière en fonds de venture capital, quand on cherche le seed money, du angel investor, que quand on rentre en bourse et on s'adresse à 1000, 10 000 investisseurs différents. Nous, typiquement, on a participé, on est aujourd'hui actionnaire dans des sociétés comme Rocket Lab, Planet, Black Sky. Vous voyez, c'est un peu le type de sociétés qui ont fait ce parcours, qui rentrent en bourse, qui continuent pour certaines à lever des capitaux. AST Space Mobility vient de lever quelques millions il y a pas longtemps. Donc voilà, c'est la suite de l'histoire, c'est l'introduction en bourse et c'est vraiment là où nous, on va intervenir. Très clair. Merci beaucoup. Sophie, vous voulez continuer ? Oui, merci, bonjour. Donc moi, je suis fondatrice d'un fonds de Growth Equity qui s'appelle Move Capital et qui est un fonds, contrairement aux autres, complètement généraliste, spécialisé dans la tech B2B, mais généraliste. Donc nous, on investit dans ce qu'on appelle la chaîne de valeur de la data. Et on a pour vocation d'accompagner de manière assez proactive les entrepreneurs dans leurs problématiques de scale-up. Donc on va retrouver dans ces problématiques évidemment des problématiques d'internationalisation, des problématiques de structuration du PNL, des problématiques d'un petit peu essayer de dérisquer ce qu'on appelle le key man risk. En général, on a souvent des entrepreneurs dont tout le business dépend complètement d'un ou deux cofondateurs. Donc on essaye de dérisquer un petit peu ça. Il y a parfois des problématiques de croissance externe aussi qui commencent à se poser. Et c'est voilà, autour de ça qu'on va vraiment accompagner les entrepreneurs. Et on investit dans ce que nous, on appelle, on cherche vraiment à accompagner les leaders technologiques de demain sur des secteurs un petit peu stratégiques. Typiquement, on a investi dans la cybersécurité, dans la robotique, dans des secteurs stratégiques pour la France
et pour l'Europe. Et donc inévitablement, on a commencé à s'intéresser au New Space. On s'entoure, évidemment, on est dans une démarche extrêmement collaborative pour faire ça. Donc on travaille notamment beaucoup avec les équipes de Géraldine qui nous aident dès qu'on a des questions sur la technologie ou techniques auxquelles nous, plus généralistes, on ne sait pas répondre ou mal répondre. Donc ça, c'est vraiment, je pense, extrêmement important dans cette démarche très collaborative. Et historiquement, on s'est également intéressé au New Space au-delà de la croissance du secteur, parce qu'on considère que la mutation qui est en train de s'opérer est par beaucoup d'aspects très différents, mais aussi assez similaires à ce qui s'est passé dans la mutation des télécoms dans les années 90, dans les années 2000. Mon associé et moi, on vient de ce monde des télécoms, donc on voit des infrastructures qui doivent être installées avant que l'applicatif puisse suivre. On voit des gros acteurs déjà installés et des nouveaux acteurs qui émergent de manière un peu plus agile pour les challenger. On voit évidemment beaucoup de besoins en CAPEX et donc des difficultés. On parlait tout à l'heure du fait que les fonds de growth equity sont très peu nombreux à financer ce secteur aujourd'hui, mais il y a des raisons pour ça. C'est des secteurs qui sont très incentive en CAPEX, demandeurs de CAPEX. Et donc voilà, nous on pense qu'avec la collaboration et avec cette démarche très proactive, on peut accompagner les entrepreneurs sur cette nouvelle phase de leur cycle de vie. Merci Sophie. On l'a dit, dans cet écosystème, le client a un rôle clé. Géraldine, peut-être que vous voulez nous parler de l'ESA et comment vous interférez dans cet écosystème. Alors effectivement, oui, on est en partie client, on peut être en partie soutien et partenaire. Donc en fait, on joue un peu ces trois rôles. Alors bon, dans la table ronde précédente, on parlait beaucoup d'incubation. Bon, on a effectivement, Frédéric Adragna l'a mentionné, le réseau des BIC, Business Incubation Centers. Donc bon, là, c'est pas la peine de le rappeler, mais on a quand même incubé plus de 1200, 1300 startups à ce jour. On a 25 incubateurs dans tous les pays européens. Donc, bon, c'est un premier élément de soutien à l'innovation. Après, effectivement, on intervient dans la phase d'accélération en fournissant un certain nombre de services. Par exemple, on aide les startups à breveter leurs idées. Le cas échéant, on les aide sur tous les aspects de propriété intellectuelle. On leur fournit aussi du soutien technique, des heures d'ingénieurs, l'accès aux moyens d'essai, ça a été mentionné aussi par Frédéric, je crois que c'est très important de pouvoir intervenir comme ça. Et puisqu'on parle d'investissement, on leur fournit aussi l'accès à un réseau d'investisseurs. On en est maintenant à près de 30 partenariats signés avec des investisseurs. On avait Audacia précédemment, on a Move Capital. Bon, et on met en relation les startups qui commencent à grandir avec les investisseurs. On donne un avis sur la faisabilité et le réalisme technique. Mais on peut aussi fournir des dossiers le cas échéant. Donc il y a ce rôle de lien, si je dis, entre le monde de l'investissement et le monde des startups. Mais on ne s'arrête pas là. Je crois qu'après, il y a un moment dans la phase de scale-up où le plus important, c'est de pouvoir éventuellement, au-delà du rôle de soutien, de jouer un rôle de partenaire et éventuellement de client. Et éventuellement au sens anglais, c'est-à-dire bon. Et en ça, je crois que c'est pas inintéressant de regarder ce qui s'est fait à la NASA, qui est quand même un peu exemplaire sur le développement du transport commercial. Il y a eu effectivement ces deux rôles, c'est-à-dire un rôle de soutien au développement technique. Et ensuite, en parallèle d'ailleurs, mais pas avec les mêmes personnes, la NASA a acheté des services de lancement et même acheté en avance des services de lancement avant même que les moyens de lancement ne soient validés. Et je pense que ça, c'est une bonne façon de faire, c'est de jouer sur ces deux tableaux. L'aide au développement et de fournir soit le premier, mieux encore le deuxième client, et un client qui est stable, qui est garanti. Et en plus, je crois que c'est Jean-Jacques qui a parlé du stamp ESA, de la marque de fabrique ESA, qui donne confiance aux investisseurs, aux banquiers. Donc, il y a ces deux rôles-là qui sont très importants. On est aussi en train de développer une marketplace dans cet esprit-là pour mettre en lien les entreprises qui fournissent des services et les clients potentiels. Et puis, dernier point,
on a un certain nombre de programmes, des petites missions, des contrats plus petits, plus modestes, du développement de services qui sont très appropriés au monde des startups. Donc pour nous, ce qui est essentiel, c'est de fournir un accès juste et égal, pas seulement aux grandes entreprises bien établies, mais aussi aux petites entreprises qui démarrent. Et ça veut dire que nous devons nous transformer. Donc on doit changer la façon de faire de passation de contrat, tout ce qui est gestion des projets. On doit se transformer nous-mêmes pour pouvoir travailler de manière suffisamment bonne avec les startups pour qu'on soit plus rapide, plus agile et plus adapté à ce nouveau monde. Voilà. Super, beau programme, beaucoup de choses. Fabien, peut-être avec votre vision, vous, de start-up, et par rapport, encore une fois, à cette phase de passage à l'échelle, quelles sont vos attentes vis-à-vis du financement, le support, l'aide que vous pouvez trouver autour d'acteurs comme les uns? Oui, alors merci beaucoup pour l'invitation à cette table ronde. Donc à YouSpace, on construit des petits satellites pour les opérateurs de constellation. Donc nos clients sont des opérateurs qui veulent rendre un service d'observation de la Terre, de télécommunication, de navigation par exemple, avec une constellation de petits satellites en orbite basse. Et nous, les produits qu'on vient amener sur le marché, c'est des produits qui viennent répondre à leurs besoins, qui sont d'avoir des satellites qui durent longtemps, puisqu'il y a un business plan à rentabiliser sur plusieurs années, et qui sont fiables et de qualité pour que le service puisse être opérationnel en continu. Donc on vient vraiment industrialiser la production de petits satellites dans la gamme inférieure à 100 kg, avec une usine qu'on commence à construire dès le mois prochain sur Toulouse. On a un historique un peu particulier. Avant de créer YouSpace, je travaillais sur des projets de CubeSat étudiants à Toulouse au sein de l'ISAE Super-Héros et au sein du CNES. Et donc on a construit ce savoir-faire de maître d'œuvre de satellites dans cet environnement-là. Et puis là, on a créé YouSpace et on a eu la chance de pouvoir démarrer vite grâce à un premier client, le CNES, qui s'est positionné en fait comme client d'ancrage et qui nous a acheté notre tout premier satellite NES qui va être tiré le 5 octobre sur une Vega là cette année. Et donc c'est ça qui a vraiment permis de recruter toute la première équipe d'ingénieurs pour construire ce satellite, pour lancer la société. Et puis ensuite, nous, le plan, c'était d'aller chercher d'autres clients, chose qu'on a réussi à faire, pour arriver ensuite sur une première levée de fonds qui permet vraiment de venir faire les investissements dans toutes les différentes lignes de produits qu'on souhaite développer. Hein. Au tout début, on avait juste un produit 3U. Maintenant, on fait du 6U, du 12U et même du 70 kg. Et donc, maintenant, on arrive à ce stade où on a réussi à faire nos preuves sur gagner des premiers clients, lancer les investissements sur les produits, commencer la construction de l'usine. Et là, on est vraiment sur le passage de l'étape d'après, qui est de gagner un contrat de première petite série pour venir alimenter l'usine et puis partir sur une deuxième levée pour vraiment partir en scale-up et accélérer la croissance. Donc là, aujourd'hui, on est 55 personnes dans la société. On prévoit d'être 65 fin décembre, dépasser les 100 à peu près à l'été prochain. Donc voilà en quelques mots où on en est. Félicitations, superbe. Renaud, peut-être, avec votre angle plus conseil. Oui, donc bonjour, pour ma part Renaud Coupa, je travaille chez OLD Consulting. Donc je suis plutôt de l'autre côté du miroir par rapport à BPI France. Donc notre travail, c'est d'utiliser les leviers des fonds non dilutifs, que ce soit d'un côté le financement direct, donc les appels à projets BPI, et ensuite de l'autre côté tout ce qui est financement indirect à travers tout ce qui est crédit impôt, recherche, innovation et les agréments jeunes entreprises innovantes. Nous, au quotidien, on va être en discussion directe avec les entrepreneurs, leurs doutes. On est là dans une problématique de valoriser leur recherche et développement, donc soit dans le co-investissement, dans une promesse sur l'avenir, sur leurs projets, lorsqu'on va travailler avec BPI ou les appels à projets France 2030, mais également dans la valorisation de leurs travaux a posteriori, une fois que leur exercice fiscal est clos. Donc on est au quotidien, on voit leurs différences par rapport à leurs concurrents, mais aussi leurs doutes, et on est dans une approche justement méthodologique de valoriser leur recherche, d'être force de proposition, donc on arrive en complément et en support. Donc on est
à tous les stades de vie de l'entreprise, early comme aussi au développement de projets beaucoup plus ambitieux. Et notre rôle, c'est justement de valoriser lorsqu'il s'agit de lever de fonds, de valoriser leur R&D pour la valorisation capitalistique de l'entreprise, mais aussi de leur faire prendre conscience de leurs limites, de leurs besoins éventuellement de monter en compétence sur certains aspects. Et dans ces cas-là, c'est un travail collaboratif. Et lorsque vous évoquiez justement la nécessité de trouver des nouveaux débouchés, de travailler en réseau, souvent l'entrepreneur peut se trouver démuni, a besoin parfois simplement qu'on lui pointe, là vous avez un incubateur, des pôles de compétitivité, ce travail en réseau, de travailler en bonne intelligence avec les grands groupes pour créer de la valeur. Et c'est souvent ces limites qui sont très vite atteintes, mais il suffit d'ouvrir une porte, de mettre en perspective justement la valeur qu'ils portent. Et souvent, lorsqu'on donne, vous citiez l'exemple de votre travail de jeune entrepreneur au niveau des SAT, et toute cette mise en réseau, et ça grouille justement d'envie d'entreprendre. Les jeunes ingénieurs ou même les chercheurs, il y a au niveau des SAT, au niveau des universités, des écoles d'ingénieurs, tout ce réseau est à mettre en perspective. Il y a beaucoup d'outils qui sont là, quoi. Et donc, on le sent depuis 2-3 ans avec ces appels à projets, cette volonté du milieu public de passer vers le privé et de travailler justement ce maillage. Et c'est en ça où nous, on est présents au quotidien et on essaye justement d'ouvrir des portes et de travailler en bonne intelligence. Ok, merci beaucoup. Peut-être pour passer sur la deuxième partie de cette session, et un petit peu comme tout à l'heure, on a un peu moins de temps, mais je pense que les startups seraient preneuses, on va dire, des conseils que vous pourriez leur donner durant cette phase de passage à l'échelle. Donc Razika, est-ce que vous avez des conseils ? Oui, alors, effectivement, il y en a beaucoup, je vais essayer d'être très synthétique. Déjà, le premier conseil, c'est de bien lire le cahier des charges qui est sur... J'enfonce des portes ouvertes, mais ça vaut quand même le coup de le rappeler, de bien lire le cahier des charges qu'on a pris la peine d'écrire le plus clairement, le plus explicitement possible, et qui se trouve très facilement sur les sites internet des appels, ou de me contacter. Bon, et de toute façon, je fais le... Voilà. Après, on a aussi, sans vouloir concurrencer effectivement les cabinets de conseil, on a aussi pour mission d'accompagner, avec le temps dont on dispose, les entreprises sur sollicitation pour leur parler des appels. On le fait aussi au travers de webinars lorsqu'un nouvel appel est diffusé. Voilà. Alors, ce qu'il faut peut-être en trois items, ce qu'on veut dans les présentations, donc ce qui est demandé sur chaque appel, c'est d'abord une présentation. Le pré-dépôt, c'est juste une présentation d'une trentaine, quarantaine de slides, dans lequel il faut être très clair sur les aspects marché, quel marché est visé, parce qu'on finance quand même de l'innovation, il faut quand même que ce soit des technos avec un débouché. Sur les aspects, évidemment, innovation, c'est de l'aide d'État, donc on ne peut pas financer du rattrapage technologique, donc il faut être extrêmement clair sur quelle est la proposition de valeur, qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à l'existant, donc du coup, par rapport à la concurrence, comment l'entreprise, la technologie se situe par rapport à la concurrence. C'est de l'aide d'État, donc c'est du cofinancement, donc ce qui signifie que derrière, il va falloir aussi être clair sur comment les entreprises vont financer leur partie du projet. Donc il y a une intensité d'aide qui est donnée par les régimes européens qui encadrent le dispositif. Donc comment est-ce que vous allez financer, sachant que la finalité de ces aides, c'est qu'elles permettent aux entreprises de faire levier sur la levée de capitaux auprès d'investisseurs privés. Voilà. Donc être très clair sur ces sujets. Et le dernier conseil, voilà, n'hésitez pas à nous solliciter, BPI France, soit par vos chargés d'affaires en région, soit directement. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Rolando, tu veux enchaîner ? Alors, je pense que nous ce qu'on va voir, c'est que les entreprises, quand elles se préparent à l'arrivée en bourse, comme on le disait, c'est un moment charnière. Ça a l'air d'être des chiffres assez impressionnants, mais une société qui rentre en bourse dans le spatial, on l'a vu en 2020, 2021, ils vont lever 50, 100, 200, 300, 700 millions de dollars pour Rocket Lab. Et ce qu'on a vu comme challenge, parce que là on a pris un peu des reculs par rapport à l'introduction des bourses et toute cette première vague, je pense qu'on a vu la première vague du Space 2.0, du New Space coté en bourse. On l'espère et aujourd'hui on a vu tous les partenaires de l'écosystème français, européen qui sont là. Demain on va voir cette prochaine vague des sociétés qui rentreront en bourse, celles qui vont survivre et se développer jusque-là. Et la grande complexité qu'on a vue, c'est savoir gérer tout cet argent qui est levé.
Ça a l'air d'être un problème à l'inverse, mais ils ont levé tellement d'argent, des millions, et le problème, c'était une mauvaise gestion. Il y a plein d'exemples. Regardez une société comme Rocket Lab. Malheureusement, la semaine dernière, ils ont eu une fusée qui n'a pas fonctionné. Donc, une séparation du deuxième étage, le moteur ne s'allume pas, tant pis, le payload a été perdu. C'est des choses qui arrivent. Donc, il faut prévoir, avoir des marges de manœuvre pour survivre cette étape et continuer à se développer. Virgin Orbit, en face, c'était extrêmement difficile. Plus d'1 milliard de dollars levés depuis qu'ils ont commencé à se financer et personne n'a voulu les racheter. Ils ont fait faillite. Donc je pense que la grande complexité, c'est d'avoir un business plan qui est solide. Même une fois que la société a démarré, on a l'impression que le démarrage, ça y est, l'avion est en train de voler, la fusée a décollé. En réalité, c'est un exercice du quotidien qu'il faut savoir bien préparer. Je dirais qu'un autre élément sur lequel nous, on est assez attentifs, c'est la gouvernance. C'est comment est structurée l'entreprise. Comment la société va recruter des talents. C'est extrêmement difficile de recruter des bonnes personnes qui ont la vision de cette culture d'entreprise, qui vont amener un savoir-faire. Le marché est très compétitif aussi. Il y a des géants dans l'espacial qui sont en train de se développer, qui attirent énormément de savoir-faire, énormément de CV, énormément de talents. Donc il faut aller se battre avec eux. Il faut avoir les mécanismes de rétention, de développement. Donc je dirais que le deuxième aspect, ça va être les structures organisationnelles de la société, sa capacité à recruter et se développer. Et le troisième, c'est aussi, là encore, c'est notre casquette d'investisseur en marché public, donc dans le monde en bourse, c'est avoir une equity story qui soit claire. Vous allez vous adresser à plein d'investisseurs différents. Certains ont des bonnes connaissances sur le secteur. Ils comprendront tous les termes techniques, comprendront votre vision. D'autres non, sont peut-être moins spécialisés sur le domaine. Donc avoir une equity story très claire est extrêmement important pour vendre aussi un business plan, du rêve et des perspectives. Super, merci beaucoup. Sophie ? Oui, moi je rebondirais là-dessus. Au-delà de l'equity story qui est claire, il faut avoir une equity story qui est convaincante et vraiment convaincante. Nous, on intervient à des stades de maturité où en fait le business model est déjà éprouvé. Donc les entrepreneurs vont se lancer dans des nouvelles géographies, sur des nouveaux produits. Et souvent le business plan est ambitieux, mais pas toujours très convaincant. Je vous donne un exemple. Ils font 80% de leurs revenus en France. À horizon 3 ans, le BPE montre que 50% des revenus vont se faire aux États-Unis. Or, il n'y a pas un contrat ni une personne aux États-Unis à ce jour. Ils nous montrent, on voit souvent des BP fully funded, donc financés jusqu'à l'IPO. Et on se rend compte très rapidement que si on rajoute les coûts de remplacement de CAPEX et les coûts de remboursement de la dette, en fait, il y a un énorme gap dans le business plan. On a aussi beaucoup, évidemment, de sujets autour de le hardware est déjà éprouvé. Il y a une composante software qui est en train de se développer. Et à horizon 3 ans, 80% des revenus vont venir du software. Et on veut bien le croire, mais on a du coup vraiment, enfin, ça doit être vraiment, vraiment solide. On a vraiment, vraiment besoin d'être convaincu que ça va être une réalité, ce qui est évidemment pas toujours le cas. Donc, je pense que c'est bien d'être ambitieux, mais qu'il ne faut pas survendre une stratégie dont on n'est pas un petit peu convaincu aujourd'hui. Ensuite, l'autre challenge, c'est quand même de passer d'une culture d'ingénieur qui est importante en phase d'amorçage à une culture un peu plus de croissance et de business quand on arrive en phase de croissance. Donc ça, c'est un des challenges qu'on voit aussi beaucoup. Et évidemment, sur les critères d'investissement, ça a déjà été dit, la techno, la profondeur de marché, les hommes. Nous, on parle beaucoup aux clients pour voir s'il y a une culture de la satisfaction client aussi. C'est très, très important pour nous. Et donc, cette capacité à faire ce qu'on a promis dans un business plan et dans une stratégie. Je te regarde, Fabien. Ça fait beaucoup de choses. Hein. Mais on va continuer. J'intègre. Géraldine, est-ce que vous avez des conseils aussi à donner à nos startups ? Le conseil essentiel, c'est d'utiliser ce qui est mis à leur disposition. Alors évidemment, ce que nous mettons à leur disposition. Donc pour celles qui sont incubées chez nous, qu'elles n'hésitent pas à faire appel à l'expertise technique. Beaucoup d'entre elles reçoivent le seed funding, mais ne demandent pas à profiter des heures d'ingénieurs dont elles
auxquelles elles ont droit. Je pense que c'est toujours bon. Et d'ailleurs, je dirais, dans les startups que je vois et qui sont les plus successful, il n'y a pas de mot pour dire ça en français, je crois, c'est souvent un mélange je dirais, de l'innovation et du dynamisme porté par les jeunes fondateurs, mais aussi des leçons apprises par des conseillers plus seniors. Et souvent, c'est cette combinaison qui marche bien. Et aussi pour leur dire que, à l'ESA, on a tout un tas de programmes, encore une fois, qui peuvent les intéresser une fois qu'elles sont arrivées à un stade de maturité plus avancé. On a un truc qui s'appelle la Commercialization Gateway, qui leur donne la porte d'entrée à l'ESA. Et dernier point, on a des formations spécifiques pour les PME ou les nouvelles entreprises sur comment écrire des propositions, comment postuler à des appels d'offres, etc. Donc, faites appel à ce qui est mis à votre disposition. On est là pour ça et on est là pour vous aider à répondre aux questions. Merci. Fabien, l'œil un peu miroir de tout ça, comment tu vois ça ? Non, il y a beaucoup dans ce qui a été dit, il y a beaucoup d'éléments qui résonnent un peu sur ce que j'ai vécu. Je vais prendre quelques éléments. L'aspect gouvernance, par exemple, c'est un élément essentiel. Nous, on est passé on est 3 cofondateurs. Et donc, on est passé d'un petit groupe de 10 personnes à un groupe là de plus de 55 personnes. Il y a un moment, on a compris qu'il fallait qu'on revoie notre schéma de gouvernance, il fallait qu'on soit beaucoup plus clair sur comment les décisions étaient prises, quels étaient les périmètres de chacun, etc. Et ça, on l'a mis en place assez récemment et on voit tout de suite la fluidité que ça donne et c'est effectivement super important. Les aspects recrutement aussi, nous, c'est quelque chose sur lequel on met beaucoup d'efforts, le recrutement et le onboarding des personnes aussi derrière, pour vraiment bien comprendre la vision de la société, la direction dans laquelle on veut aller. Toujours très important de répéter la direction qu'on est en train de suivre pour que ce soit vraiment clair pour toute l'équipe et que toute l'équipe pousse dans le même sens. Parce que c'est vraiment très compliqué pour toutes les startups. La direction visée est forcément très compliquée à suivre. Et donc c'est important de ne pas trop y dévier. Il y a d'autres éléments sur les business plans, c'est vrai qu'ils sont toujours assez compliqués à construire. On a envie de mettre une belle histoire dedans parce qu'il y a nécessité de convaincre. Les investisseurs voient passer plein de beaux dossiers et donc il faut forcément qu'ils sortent du lot. Mais en même temps, il faut quand même du réalisme dedans. Il faut réussir à prendre un petit peu, si on parle ingénieur, un petit peu des marges dans le BP pour anticiper les choses qui pourraient mal se passer. Donc nous on est vraiment dans cette phase de transition avec ce début on va dire d'amorçage et de série A qui est passé. On est en train de basculer et en train vraiment de réfléchir à la suite et de dimensionner cette deuxième levée. Donc tous ces retours sont vraiment intéressants pour nous. Superbe. Renaud, est-ce que je te propose peut-être de continuer ? Oui, moi ce que je constate, c'est que le fil conducteur, tout ça, c'est offrir de la lisibilité, quel que soit le sujet qui est traité. C'est-à-dire qu'on soit à un stage early ou qu'on soit en stage de mise à l'échelle, de montée en puissance aux commercialisations, c'est d'avoir un cap et une proposition de valeur qui est claire à toutes les échelles de l'entreprise. Mais ce qu'il faut bien voir aussi, c'est le domaine du New Space, c'est quand même un écosystème qui est très structuré en France, où il y a un cadre de la commande publique et un certain nombre de partenaires qui sont présents. Donc là-dessus, un entrepreneur qui se lance, il a à l'échelon régional ou à l'échelon national ou même européen, déjà des frameworks, un certain nombre d'interlocuteurs qui sont présents. Donc là-dessus, c'est déjà quelque chose qui doit driver la prise de contact et la manière de présenter le business plan. Sur le business plan, on est d'accord qu'à un moment, il y a toujours cet aspect conservateur ou de vendre un petit peu un projet ambitieux. Cependant, il faut bien voir aussi qu'on est dans un contexte où on est dans un milieu qui est en train de se structurer aussi d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue géostratégique. On a parlé à un moment d'innovation duale, on est quand même sur quelque chose où l'Agence de l'innovation de la défense peut impacter pas mal de choses. Donc il y a aussi des éléments qui sont réglementaires, qui peuvent être détectés, qui peuvent être aussi dans cette logique de rebondir et de transformer ces contraintes aussi en forme d'innovation et à intégrer là-dessus, quoi. Donc ça reste des éléments qui sont à intégrer, à construire son discours, quoi.
Eh bien, merci beaucoup. Il me reste à vous remercier. On va accueillir maintenant nos startups. Vous avez donné les guidelines de ce que vous attendez. Maintenant, on va voir la réponse de chacune. Merci, merci encore. Bonjour. Je suis Rosa Huiloba d'Unseen Labs. Je suis la directrice du développement d'affaires chez Unseen Labs. Unseen Labs est un fournisseur de services de surveillance maritime où nous détectons et localisons les navires à mer. Donc, Unseen Labs n'est plus une start-up, nous sommes une PME. Unseen Labs a été créé en 2015. Nous sommes basés à Rennes. Et comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes des experts en radiofréquence. Et nous fournissons un service en surveillance maritime avec une technologie qui est unique, qui est basée sur une détection monosatellite. Avec un seul satellite, nous sommes capables de détecter, de géolocaliser les navires en mer. Et c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire dans la surveillance de la Terre, parce que nous sommes capables de détecter tout type de bateaux dans toutes les conditions météorologiques, de jour ou de nuit, y compris les bateaux qui sont censés avoir le système d'identification, l'AIS. Même si ce système est éteint, nous sommes capables de les identifier, de les repérer. Et donc nous avons des clients dans le monde entier. Et avec le service que nous fournissons, ils sont capables de combattre les activités illégales, entre elles la pêche illégale. Comme je vous disais, nos satellites détectent les émissions de radiofréquence des navires en mer, et les navires qui éteignent leur AIS sont quand même visibles via notre technologie. Donc, par exemple, nous avons ici un exemple de suspicion de pêche illégale. Un bateau était le premier jour à gauche, en haut à gauche, il avait son système AIS allumé. Donc, il était visible via ce système et aussi par la détection de nos satellites. Le deuxième jour, il disparaît. Uniquement, il est visible via nos captures, nos détections. Et donc, à ce moment-là, il est passé dans une zone économique exclusive où il n'a pas le droit de pêcher. Et ce n'est que quand il retourne à la zone où il a le droit d'être qu'il allume à nouveau son AIS. Et bizarrement, quelques jours après, il se rapproche de très très près d'un grand cargo où il va déposer vraisemblablement la pêche illégale, sa capture. Donc, il y a effectivement la pêche illégale, mais il y a plein d'autres use cases qu'on fournit pour nos clients. Par exemple, vous savez un exemple ici en mer de Chine, où maintenant la législation a changé et en fait, une loi de protection de l'information fait que les bateaux ne sont pas obligés de déclarer sa position et s'identifier. Donc, malgré tout, nous sommes capables de les voir. Nos produits sont très simples, très légers. On parle d'ARF, ça fait tout de suite très peur. Mais les produits qu'on fournit sont vraiment très légers, très faciles à intégrer dans les systèmes de production, dans les systèmes d'information géographique qui vont mélanger d'autres données. Sont très précis. On a une localisation qui est de l'ordre du kilomètre. On s'approche du kilomètre. Les produits sont complémentaires à d'autres systèmes comme l'imagerie qui permet également de surveiller les océans. Et nous avons une particularité avec les paramètres techniques qui sont fournis avec nos produits. Nous sommes capables d'extraire une signature unique qui va nous permettre d'identifier les navires et de les suivre. Vraiment, le côté révolutionnaire de notre technologie est sur deux aspects principaux. D'un côté, notre donnée est infalsifiable, ce qui n'est pas le cas des autres. Et en plus, elle a une couverture qui est très très importante. Donc on peut surveiller facilement et à bas coût des zones très très larges. On a des clients très différents, tous ceux qui sont intéressés, et je vais finir. Donc effectivement, ceux qui s'intéressent à la pêche, les armateurs, mais également les assurances.
Je vous remercie beaucoup pour votre attention et si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Merci. Du coup, dans la foulée, hop, Stellar Inc. Deuxième micro, ça sera plus efficace. Bonjour à tous. Je m'appelle Damien Garot. Je vais vous parler de Stellar. Et en fait, moi, je suis le local de l'étape parce que je suis meudonnais. Et Stellar, dont je vais vous parler dans une seconde, est une société qui a d'abord été fondée à Meudon. Alors, j'ai 2 questions pour vous. La première, c'est levez la main si vous avez déjà essayé de faire une vidéoconférence à l'arrière d'une voiture ou dans un train dans le passé. Voilà. Gardez la main levée si vous avez réussi. Voilà, bah, ça ne marche pas. Et en fait, c'est une frustration pour tout le monde, quotidiennement. Mais c'est aussi un gros problème pour le monde automobile et pour le secteur de la mobilité dans son ensemble, pour être capable d'utiliser Internet si ça coupe. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fondé Stellar. L'idée est d'amener la vie numérique et aux véhicules, qu'ils soient sur Terre, donc des voitures, des bus, des camions, des trains, mais bien sûr aux passagers comme vous et moi. Alors, comment on fait pour amener la vie numérique au sein des véhicules? D'abord, notre première étape, parce que bien sûr, on a un grand projet pour Stellar, mais la première étape, c'est d'abord de venir dans les véhicules. Et on fait ça avec un logiciel qui va utiliser toutes les antennes du véhicule pour se connecter, soit au réseau cellulaire et l'ensemble des réseaux cellulaires, soit au Wi-Fi, soit au satellite, bien sûr. Et ce logiciel, il va être suffisamment intelligent pour toujours sélectionner le meilleur réseau. Donc vous connaissez bien sûr qu'il y a toujours un endroit où SFR va couper, ou Orange ne marche pas ici. Bon. Notre logiciel le sait, l'anticipe et vous bascule déjà sur un autre réseau. Comme ça, votre connexion, votre Internet, il est parfait, comme à la maison ou comme au travail. L'idée, bien sûr, finalement, c'est à force de savoir où sont les problèmes des réseaux, c'est de devenir le Waze des réseaux télécoms sur route. C'est d'avoir ce savoir en temps réel pour savoir où les réseaux ne fonctionnent pas lorsqu'on est sur la route. Et la plus belle nouvelle de tout ça, c'est que notre logiciel, il est conçu pour fonctionner avec les véhicules existants. Donc si vous avez acheté une voiture récemment, ou si vous montez dans un TGV, sachez que notre logiciel peut venir l'équiper et changer votre vie en déplacement. À quoi ça va servir tout ça? Ça va nous servir à transformer la façon dont on se déplace. Aujourd'hui, votre voiture, vous en servez 5% de son temps. C'est un gâchis. Nous, ce que l'on veut, c'est être capable de pouvoir se déplacer différemment et pour ça, mettre en commun les actifs, donc concrètement, les véhicules qui vont être capables de nous emmener d'un point A à un point B et de nous permettre d'être utiles, de rester connectés avec nos collègues, avec nos amis, lorsqu'on se déplace. Voilà. 20 secondes. 20 secondes, c'est parfait. Alors pourquoi on arrive? Pourquoi on y arrive? C'est parce qu'on a des gens qui viennent du spatial, comme moi, je suis un ingénieur spatial, ou comme Annela, ma cofondatrice allemande, qui elle vient de chez Porsche, où elle a été patronne de la connectivité pendant 20 ans. Je vais vous montrer la différence entre Stellar et les autres. À gauche, vous avez tous les autres, c'est-à-dire ce que fait le spatial depuis 20 ans. Il met une antenne sur une galerie et il dit « ça y est, la voiture est connectée ». Et ça, vous faites peur à l'ensemble du monde automobile. Ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on a fait à droite. Vous prenez une belle voiture et vous vous assurez que l'antenne, vous la voyez à peine. Est-ce que quelqu'un arrive à voir l'antenne satellite qui connecte indifféremment au satellite, au cellulaire, au Wi-Fi? Il n'y a pas beaucoup de monde. Bah oui, on a bien travaillé. Voilà. Et pour finir sur le spatial, à quoi ça sert le spatial? On s'est amusé à suivre le Tour de France 2023 et on a su dire très précisément, en cartographiant chaque kilomètre du Tour de France, que le spatial est la seule manière de pouvoir être connecté pendant 30% du parcours du Tour de France. Donc voilà la prochaine révolution pour le spatial. Voilà ce qu'il est capable de faire pour devenir chercher un marché de masse. C'est de s'assurer que même pour les régions rurales en France, on est connecté aussi bien qu'à Meudon ou à Paris. Voilà, merci à vous. Merci. Géoflex.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Romain Legros, je suis le fondateur et président-directeur général de la société Geoflex, qui est spécialisée dans l'augmentation des systèmes de positionnement par satellite. Alors vous connaissez tous le GPS américain, il y a d'autres constellations, GLONASS russe, Beidou chinois, Galileo européen. Tous ces systèmes permettent de se localiser avec une précision qui est de l'ordre de quelques mètres, typiquement 5 à 10 mètres. Et chez Geoflex, on fabrique un flux de données. Donc c'est des corrections qui vont s'appliquer au récepteur, quelle que soit sa marque, pour passer sa précision de localisation de quelques mètres à quelques centimètres près, en temps réel, partout dans le monde. Donc sur Terre, sur mer, dans les airs jusqu'à 25 000 km d'altitude. Donc ça permet de positionner très précisément des nanosats pour de la télécommunication, pour de l'imagerie, pour d'autres services de positionnement navigation-temps. Et donc on est un opérateur agnostique de ce flux de correction. Et c'est là, tout à l'heure, Charles parlait de déficit d'offres, à fournir ces corrections dans des formats standardisés pour pouvoir adresser n'importe quel récepteur, quelle que soit sa marque. Et aujourd'hui, sur le marché, vous avez des fabricants de récepteurs qui vendent des boîtes noires toutes packagées. Et ça ne permet pas à des intégrateurs métiers ou des intégrateurs technologiques, qui sont nos clients, de pouvoir intégrer de l'augmentation GNSS dans leurs applicatifs. La techno, elle vient du CNES. Frédéric Adragna était présent tout à l'heure sur la première table ronde. Elle a été développée en mode science. Pendant un peu plus de 12 ans, il y a 7 brevets et on a signé des accords avec le CNES pour être l'opérateur commercial de la technologie, pour l'industrialiser, l'opérer et la commercialiser. On a 20 ans d'expérience dans le domaine. On a déjà monté le 3e opérateur du secteur. Le marché, il est absolument considérable. C'est des chiffres de l'ESPA, l'Agence spatiale pour le programme européen. Le marché du GNSS sur la décennie 2019-2029, c'est 2635 milliards d'euros. L'augmentation GNSS sur ce gâteau, c'est en 2020 23 milliards et ce sera en 2025 42 milliards. La question, c'est comment on se structure pour avoir une proposition de valeur suffisamment forte pour prendre une partie de cette valeur. Comment ça fonctionne? On a un réseau mondial d'un peu moins de 100 stations GNSS permanentes qui font des observations sur tous les satellites en permanence. Chaque satellite est vu par au moins 6 stations au sol. On rapatrie toutes ces mesures sur des data centers et là, c'est là qu'est notre intelligence. Geoflex CNES, on a un logiciel qui nous permet d'estimer en temps réel toutes les erreurs qui sont liées au satellite. Ces erreurs, c'est les mêmes pour tout le monde, donc on les envoie à travers différents moyens de télécommunication, différents segments applicatifs, pour être synchronisés aux mesures du récepteur et fournir un positionnement qui est plus précis. On voit ici ce qu'on obtient typiquement en ville. C'est une seule et même voiture avec un même récepteur, une même antenne, trajectoire rouge sans nos corrections, trajectoire verte avec nos corrections. Et je pense que si on vous demandait dans quelle voiture vous souhaiteriez être, si jamais elle avait de la délégation de conduite, ce serait sans hésiter la verte. 30 secondes. Le domaine d'activité sont énormes. Si vous couplez du GNSS précis à des capteurs type LIDAR, vous êtes capable d'obtenir un jumeau numérique du monde réel. Vous êtes capable d'automatiser vos activités sur ce jumeau numérique. On voit ici un drone, certes de taille importante, mais un drone qui va automatiquement terrasser votre projet. On est capable dans l'agriculture de changer radicalement les chaînes de valeur en venant ouvrir un sillon, planter dans ce sillon, traiter dans ce sillon. On réduit la masse des machines, on réduit la consommation des machines, on réduit les doses d'engrais, on produit plus. Et ça peut aller jusqu'à votre smartphone pour une meilleure intermodalité dans les transports. On a travaillé avec un certain nombre de grands groupes, SNCF, Orange, Bouygues, etc. Remporté 2 CES Awards, championnat du monde des véhicules autonomes, Software République, et c'est une technologie qui est parfaitement duale. On a été investi cette année par 3 grands groupes, Thales, Stellantis, Bouygues, et on fait partie de la place stratégique. Depuis cette année, notre objectif, c'est d'arriver à scaler l'entreprise, passer d'une dizaine de personnes en début d'année, on est un peu plus de 20 aujourd'hui, et l'année devrait se terminer à une trentaine de personnes pour rentrer dans l'ère commerciale après avoir fait une multitude de preuves de concept auprès de ces grands opérateurs. Merci à tous. Superbe. Merci beaucoup. Je vais demander à l'InSpace. C'est pas la bonne présentation. Ou sinon on commence par Trust Me. Non, bougez pas. Excusez-moi, on fait un petit changement. Hop. C'est bon, on prend celle-ci. Ok, si vous pouvez l'afficher. Parfait. Parfait, merci.
Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous. Je suis Clément Cangelosi et je vais vous parler aujourd'hui de Thrust Me. Mon but cet après-midi, c'est de vous présenter en 3 grands points et en quelques minutes seulement. Premièrement, notre raison d'être et notre mission. Deuxièmement, les 3 grands éléments différenciants que Thrust Me offre. Et enfin, troisièmement, nos grands succès et quelques éléments d'actualité à partager avec vous. Notre raison d'être, c'est vraiment de révolutionner l'industrie du spatial et du satellite grâce à des technologies de propulsion pour satellite innovantes et durables, tant sur le plan économique qu'environnemental. Pour cela, on propose des moteurs de satellites qui sont hautement intégrés, intelligents et conçus pour la nouvelle ère de constellations spatiales industrialisées à grand volume. Le but est de permettre aux opérateurs de constellations d'augmenter les capacités et la sécurité des opérations tout au long de la vie d'un satellite, c'est-à-dire pour la mise en phase, le maintien orbital, les manœuvres d'évitement de collision de débris actifs ou inactifs plutôt, et de désorbitation en fin de vie. Pour cela, on a développé 3 grandes innovations qui sont des éléments différenciants. C'est l'utilisation de l'iode, vous pouvez le voir en bas à droite avec un essai moteur au sol avec cette caractéristique clé qui est l'iode. On utilise l'iode plutôt que des carburants traditionnels comme le xénon et le krypton qui présentent des grandes complexités d'intégration, des difficultés d'approvisionnement. Nous sommes pour cela très fiers d'avoir réussi à surmonter les défis techniques liés à l'utilisation de l'iode. C'était vraiment un achèvement que l'industrie spatiale essayait d'atteindre depuis 60 ans et on est les premiers à le faire. Ça nous permet notamment d'avoir un moteur non pressurisé qui va permettre de réduire les coûts directs et indirects. Et pour vous donner un exemple d'une constellation d'une centaine de satellites, le coût d'achat rien que du xénon s'élèverait à plusieurs centaines de millions versus ce qui est 1 million pour l'iode, qui est très abondant et très peu cher. Ensuite, deuxième innovation, des moteurs complètement intégrés. Là où traditionnellement, la propulsion, c'était des dizaines de fournisseurs à gérer pour un opérateur. Nous, on propose de centraliser tout ça en proposant un moteur clé en main. Enfin, troisième innovation, c'est des opérations en orbite automatisées et simplifiées. Quand on doit opérer non pas une dizaine mais des centaines de satellites, il faut pouvoir simplifier et automatiser ces opérations-là. Ces 3 grandes innovations, elles nous ont permis d'obtenir de très grands succès. Je vous l'ai dit, la première mondiale de l'utilisation d'un moteur à l'iode en 2019. Et depuis, on a 12 moteurs en orbite, donc on n'a pas chômé. D'ici la fin de l'année, on devrait monter à une vingtaine de moteurs en orbite. On est sur toutes les missions transporteurs de SpaceX et des missions rideshare d'Arianespace. Pour vous donner un exemple, on a la mission en haut à gauche, NorSat-TD, en partenariat avec l'agence spatiale norvégienne et le CNES qu'on remercie. Autre succès, on a annoncé très récemment nos plus de 100 moteurs commandés par nos clients grâce à une industrialisation réussie. C'était il y a quelques mois, d'ici quelques semaines, mois, on va annoncer le doublement de ce carnet de commandes, donc à 200. Donc voilà, on parle de scale-up, c'est le cas. Parmi nos clients, j'ai cité le CNES, la NASA, mais on a aussi des opérateurs privés que je ne peux pas citer. Mais parmi ceux que je peux citer, je peux vous parler de Spire, Turion Space ou bien GomSpace. Pour terminer, ces carnets de commandes, on va l'honorer grâce à une industrialisation réussie. Vous voyez la photo avec nos équipes qui travaillent, on en est très fiers. Il y a un an, on n'avait pas ce bâtiment-là, on n'avait pas ces équipes, on n'avait pas de ligne de production. Donc en moins d'1 an, on a designé cette ligne de production, on a recruté les personnes et aujourd'hui, on sort plusieurs dizaines de moteurs par mois. Et le but l'année prochaine, c'est d'en sortir 1 par jour. Pour terminer, je vous annonce on a récemment annoncé le développement de notre prochaine génération de moteurs, Jupiter, qui sera un moteur à FAO, une première mondiale, avec l'utilisation là aussi de l'iode. C'est un plaisir de partager ces quelques éléments au sein de Thrust Me et au plaisir d'échanger avec vous à la fin de ce pitch. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup. Et donc pour finir, l'InSpace. Merci, bonjour. Comme vous le savez, il va y avoir d'ici 2030 60 000 satellites de plus, un peu moins, mais beaucoup. Et tout l'écosystème qui va avec, les lanceurs, les services en orbite, les réseaux de communication et ainsi de suite. Ce qui est très difficile dans le spatial, c'est ce qu'on appelle le segment sol. C'est toutes les infrastructures au sol nécessaires pour gérer ces satellites, gérer ces missions. Vous avez 2 exemples en bas, des gros centres de contrôle. Ça coûte des millions d'euros à mettre en place, c'est très compliqué. Il faut se connecter à des antennes, il faut gérer des tonnes de données, il y a beaucoup de logiciels. Vous avez un exemple pour Galileo, c'est un truc extrêmement compliqué. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans ce domaine. J'ai bossé pour tout un tas d'acteurs institutionnels, privés. Et avec mes cofondateurs, on s'est posé la question, arrêtons de dire comment font les autres industries et regardons et faisons pareil. Les autres industries similaires, elles ont plus ou moins toutes fait levier de nouvelles plateformes logicielles globales qui existent. Elles existent depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans. Vous avez des exemples pour le e-commerce, pour
l'industrie pharmaceutique, pour l'énergie, pour la banque, pour la construction. Il s'agit de grosses plateformes logicielles qui fournissent un ensemble, un écosystème sécurisé et générique qui permet à chaque entreprise de mettre en place leurs concepts opérationnels, leurs opérations, leur développement et leur industrialisation. Donc on a voulu faire à peu près la même chose dans le spatial. On a fondé l'InSpace. C'est une plateforme logicielle qui tourne dans le cloud, qui permet de faire levier des technologies modernes et qui permet en fait à nos clients, donc c'est des opérateurs de satellites, de pouvoir très rapidement mettre en place tous ces segments seuls, ces infrastructures logicielles et de réseaux de communication de façon en interne. Donc ils ont accès à cette boîte orange, la plateforme InSpace qui est accessible en ligne via des API, et ils peuvent très rapidement développer leur logiciel sur mesure. Ça couvre toute la chaîne de valeur des opérations, le contrôle des satellites, la planification, la gestion des actifs, les dynamiques de vol, l'acquisition des données, tout un tas de choses. Et on fait ça avec des produits à nous, qu'on a développés nous-mêmes, et également des tiers, des services tiers qui sont intégrés dans la plateforme. Donc on crée un peu un écosystème autour de cette plateforme. L'objectif, il est vraiment de centraliser les données, de casser les silos, de standardiser toutes ces données, de pouvoir avoir des process d'ingénierie transverses de façon opérationnelle, beaucoup plus simple, beaucoup plus agile, pouvoir aller plus vite. Et donc voilà. On a créé une entreprise il y a un peu plus de 3 ans. On a levé un peu plus de 10 millions d'euros depuis le début. On est aujourd'hui une bonne quarantaine de personnes. Une équipe très internationale, exprès, c'est un marché mondial. Et nos clients sont aujourd'hui assez diversifiés, avec une plateforme générique, c'est mieux. Des clients qui font des constellations d'observation de la Terre, SATCOM, l'IoT surtout, des services en orbite, que ce soit des orbitages, que ce soit extension de vie, également des opérateurs de SATCOM en orbite géostationnaire, des lanceurs, et tout un tas d'autres cas d'usage très intéressants, avec des clients en Europe, aux États-Unis, en Australie, au Moyen-Orient. Voilà, c'est tout. Merci. Merci énormément. Merci beaucoup pour ces présentations.